Watokofu Tsimoezine, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Ce soir, dans l'actualité, la grève nationale de la fonction publique qui s'est caractérisée ici dans le département par la grève des impôts et des enseignants. Ce soir, la rédaction accueille Rivo, représentant du SNUPP ici à Mayotte. Il nous donnera ses impressions au cours de ce journal. Ça y est, elle est bel et bien là, la saison des pluies, cette pluie que l'on attendait avec tant d'impatience est aujourd'hui là, mais elle fait aujourd'hui énormément de ravages. On fera le point au cours de ce journal avec Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Le temps de rejoindre le plateau, je vous propose de regarder les titres de ce mardi 26 janvier. La grève nationale dans la fonction publique a été suivie sur le département. Mais dans l'éducation, le mouvement est allé au-delà des revendications nationales. Insécurité dans les écoles, taux d'indexation, retraite. Les syndicats attendent des mesures concrètes et brandissent à nouveau la menace d'une grève illimitée. Hier soir, l'aéroport a été vandalisé par un jeune de 19 ans tout juste sorti de prison, accompagné de son petit frère de 9 ans. Alors que le préjudice pourrait avoisiner les 10 000 €, la question de la sécurité en plein dispositif d'état d'urgence se pose. Explication. Face au défi de la préservation de l'environnement à Mayotte, les associations continuent de mener un travail de terrain. En collaboration avec les municipalités, un vaste plan de revégétalisation vient d'être lancé. Reportage à la fin de cette édition. Ce matin, enseignants et professeurs du département ont répondu à l'appel à la grève dans l'éducation nationale. Ils se plaignent de la future réforme des collèges ainsi que du gel des salaires depuis 2010. Mais à Mayotte, le mouvement du jour allait au-delà de ces deux problématiques. En effet, entre les revendications de l'intersyndicale et les violences dans les établissements, ce mouvement national a permis aux syndicats de remettre le pied à l'étrier. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Si la manifestation du jour était prévue de longue date, à Mayotte, les événements violents qui se multiplient au sein des établissements se sont greffés au mouvement. En effet, pas plus tard qu'hier, des jeunes se sont introduits dans le collège de Tsingoni et ont blessé 2 élèves dont l'un grièvement. Ce matin, les syndicats, après s'être réunis au conseil départemental, ont rencontré le secrétaire général de la préfecture. On a rappelé l'état des collèges à Mayotte et en particulier les problèmes de violence dans les collèges de Chiconi, dans les collèges de Tsingoni et aussi à Passamenti. Donc sur ce point-là, on voit bien que la politique des collèges à Mayotte, avec les plus gros collèges de France, Doujani, 1900 élèves, d'accord, 8 collèges à plus de 1700, cette politique elle est infaisable. On ne peut pas travailler correctement, les enseignants ne sont pas en sécurité et surtout les élèves ne sont pas du tout en sécurité. Je vous rappelle qu'à Chiconi, les professeurs ont confisqué de nombreuses armes qui font qu'au quotidien, écoutez, depuis hier, ils sont en droit de retrait. Voilà. Et encore une fois, on a dit à la préfecture, enfin au secrétaire général, on ne peut pas accepter des réponses de la hiérarchie du type « vous n'êtes pas content, repartez en métropole ». La violence n'est plus supportable dans les établissements et aura eu le don de réveiller les autres problèmes en sommeil depuis l'état d'urgence. En effet, les revendications de l'intersyndicale ressurgissent et semblent loin d'être réglées. Nous avons suivi le mouvement national, évidemment pour les points d'indice, évidemment pour le salaire, qui n'a pas bougé depuis 2010. Pour l'ISAE en ce qui concerne le premier degré, et pour les collègues du second degré, les réformes du collège. Pour le reste, évidemment, nous avons rappelé notre plateforme revendicative intersyndicale de novembre qui a été interrompue par les événements du 13 novembre. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment de réponse qui nous a été donnée, à part qu'il y a les missions qui sont arrivées à Mayotte par rapport à la retraite. Pour l'indexation de salaire, il n'y a pas d'avancée. Pour l'AGS, pour le moment, on n'a pas de réponse claire. Donc, on est en alerte et sûrement dans les jours à venir, on est déjà sur le starting block. Après le mouvement du jour, le rapport de force entre l'État et les syndicats semble sur le point de reprendre. En effet, si les discussions des prochains jours ne donnent pas satisfaction,
le retour d'une grève illimitée est envisagé. Mais malheureusement, ils profitent de commander l'état d'urgence justement pour nous faire tourner en bourrique. Là, pour le moment, on a cet état d'urgence, mais on espère que rapidement, on va pouvoir vraiment faire un rapport de force pour que les choses se débloquent le plus rapidement possible. Si c'est une énième discussion où à nouveau on doit redire nos revendications, écoutez, ça amènera à une riposte, à un mouvement de grève illimité à partir de la semaine prochaine. État d'urgence ou non, les syndicats souhaitent désormais des réponses rapides et concrètes, sans quoi les prochaines semaines pourraient être une nouvelle fois très mouvementées dans l'éducation nationale. Et face à cette violence qui frappe quotidiennement au sein des établissements scolaires, les autorités tentent de trouver des solutions. En effet, samedi, à l'initiative du maire de Tsingoni, une réunion s'est tenue entre les représentants de la mairie, le vice-rectorat ou encore les forces de l'ordre. Mais sans le soutien de la justice, la tâche semble vaine, comme nous explique Mohamed Bakar, le maire de Tsingoni. On l'écoute ce matin lors de la matinale de Kwezi. Parmi les solutions que nous avons préconisées, nous avons bien entendu demandé à ce que les sacs des élèves soient fouillés. Oui. Mais quand on sait que nous sommes dans un pays où il y a les lois, où il ne faudrait pas fouiller les sacs. C'est-à-dire que la loi vous interdit de fouiller les sacs avant de rentrer dans l'école ? Tout à fait. Alors, c'est une bande de gamins qui sont connus au niveau du collège, qui ne sont, pour certains, ils sont encore dans le collège et d'autres qui ne sont pas encore. Et là, nous avons décidé avec le vice-rectorat ce matin de mener une action assez forte. Puisqu'on est fatigué, à chaque fois ce sont les mêmes qui mettent le trouble à l'intérieur du collège et que la justice par la suite ne réagit pas alors que beaucoup de dossiers ont été faits à l'encontre de ces jeunes. Et donc nous, on n'arrive pas à comprendre, à un moment donné, les parents d'élèves, ils n'arrivent pas à comprendre comment se fait-il qu'un certain nombre de gamins qui sont connus ne soient pas dans la main de la justice. Et de retour sur le plateau du JTM, Rivo, représentant du SNUPP, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce matin, la SNES, le SNUPP et la FSU se sont réunis dans l'hémicycle Younoussa Bamana. Vous en êtes donc le représentant SNUPP. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Très rapidement, on a fait un peu le bilan du mouvement. On a présenté les revendications, notamment nationales. Nous avons rappelé nos revendications locales, que vous savez déjà tous. Et on s'est mis d'accord que, comme ça a été dit dans le reportage, si ça ne s'avance pas, il y a des rencontres de prévues dans la semaine. S'il n'y a rien de concluant, la semaine prochaine, lundi ou mardi, l'intersyndicale devrait se retrouver pour envisager la suite, étant entendu que il n'est plus pour nous question d'attendre un mois pour se retrouver dans la rue. Et on parle d'une grève illimitée dès la semaine prochaine ? Non, dès la semaine prochaine, peut-être c'est anticiper les choses, trop anticiper les choses. Il va falloir que l'on se réunisse la semaine prochaine et peut-être qu'on décidera, on décidera certainement de la suite, de la forme et des délais. Pierre Bellouti, rédacteur en chef du JTM, bonsoir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Vous avez une question à poser à Rivo. Oui, tout à fait. Alors, à l'ordre du jour, il y avait également la violence dans les établissements, aux abords des établissements, que ce soit dans le second degré, mais aussi dans le premier degré. On le voit. On parle aussi des problèmes avec la justice. Est-ce que pour vous qui êtes au quotidien présent, et vous faites partie des comités de sécurité, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un problème avec la justice ? Tout ça vient de là ? Très sincèrement, c'est des sujets que je ne maîtrise pas encore. Je ne serais pas, en tout cas, je ne serais pas d'accord qu'un juge vienne me dire qu'on enseigne mal dans les écoles. Donc, je pense que le juge prend des décisions en son âme et conscience.
D'accord, Rivo. Autre point, donc, aujourd'hui il y a des revendications, elles sont toujours les mêmes. Il y a eu cet état d'urgence qui est venu un peu couper court à la mobilisation générale, hein, qui ne touchait pas uniquement la fonction publique. Il y a eu, on s'était dit pendant ces 3 mois, il y allait y avoir des discussions avec l'État. Où est-ce qu'on en est des discussions aujourd'hui? On a l'impression que ça n'avance pas. Non, mais les dernières discussions, c'était vers le mois de décembre, début décembre. Il y a eu la coupure des vacances, on va dire. Et cette semaine, il y a des rencontres avec des inspections, la mission d'inspection générale sur les retraites. On nous a conseillé d'aborder la question de la reprise en compte de l'ancienneté générale de service. C'est ce qu'on va faire. Mais déjà en décembre, on avait affiché un certain pessimiste quant à son aboutissement, mais on veut démontrer toute notre bonne volonté. Donc on va faire le travail, on va faire nos propositions. Mais il est vrai que sans cacher notre jeu, nous sommes plutôt dans l'optique d'une remobilisation, parce qu'on ne sent pas trop venir une solution par rapport à notre affaire, et on a bien compris qu'il va falloir secouer le cocotier. L'état d'urgence, oui, ça nous a stoppé. C'est pas l'état d'urgence qui nous a arrêtés en novembre. C'était ce qui s'était passé, les événements du 13 novembre. Nous voyons bien dans l'actualité nationale qu'il y a l'état d'urgence, et des agriculteurs ont pris le chemin de la route, on va dire. Des taximans mènent leurs actions. Donc voilà. Vous attendiez aussi des signes positifs. Est-ce qu'il y en a eu au moins ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a du répondant en face, qu'on a pris conscience des problèmes et qu'on a envie de les régler, ou pas du tout? Il y a certains qui estiment que ils commencent à entendre ce qu'on revendique, mais nous on veut plutôt voir, entendre. Des fois c'est des murmures, et c'est peut-être même de l'ultrason. On veut aller plus loin et que ce soit audible, entendable et visible. Surtout on veut du concret. Et c'est entendu. Merci beaucoup, Rivo, de votre intervention. Délinquance encore. Hier, aux alentours de 22h, 2 individus ont pénétré dans l'enceinte de l'aéroport et ont vandalisé le local incendie. Les 2 mises en cause ont été rapidement interpellés par la gendarmerie qui a remis les délinquants à la police nationale. Ce matin, Daniel Lefebvre, le directeur de l'aéroport, s'est rendu à la police pour déposer plainte. Il déplore les dégâts dans le local incendie qui avoisinerait les 10 000 € de réparation. Plus de précisions dans ce reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Ordinateur brisé, prise électrique arrachée et local saccagé. Les images témoignent des actes de vandalisme qui ont eu lieu hier soir. Vers 22h, un jeune homme de 19 ans, tout juste sorti de prison, a allumé un feu dans le local. Interpellé par la gendarmerie, il était accompagné de son petit frère âgé de 9 ans. Ce matin, le directeur de l'aéroport peine à trouver l'intérêt de ce délit commis sur un bien public. On a des dégradations qui sont faites a priori volontairement. Ils étaient là, ces 2 jeunes, donc a priori un mineur, même très mineur, puisqu'on m'a confirmé que c'était 9 ans, un petit frère, et puis le grand qui lui a 19 ans, qui vient de faire une peine de prison à Magicavo et qui a priori était assez désœuvré pour faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire dégrader complètement un local qui est en cause dans la préservation des incendies sur l'ensemble du terminal. Donc c'est vraiment pas un endroit où il faut faire quelque chose comme ça, quoi. Ça préserve la sécurité de tous, donc on ne comprend pas bien comment ça peut arriver, ce genre de phénomène. Différents cambriolages ont eu lieu en petit air depuis le début de l'année, mais personne ne s'attendait à ce que l'aéroport soit directement attaqué. Le jeune, connu défavorablement de la police, était sous l'emprise d'une drogue. Ce matin, le directeur du CHM a apporté son soutien à son collègue de l'aéroport. On a des dégâts assez conséquents sur la centrale incendie notamment, et donc on a pris des mesures dégradées pour bien sûr assurer la sécurité incendie, mais en même temps
attendent les pièces détachées. Je crois savoir que l'hôpital va nous prêter une carte mère qui fait défaut, là, qui a été complètement inondée. Et donc entre systèmes de différentes institutions, on arrive à s'aider comme ça. Et après on aura sans doute, bien sûr, il y a des ordinateurs qui ont été cassés, non pas volés mais cassés. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils n'étaient pas là pour rechercher de l'argent ou pour non, le but c'était de détruire, de mettre le feu. Ouvert depuis 2014, le nouvel aéroport de Mayotte risque d'être contraint de revoir, pour ne pas dire réévaluer son système de sécurité, même si cela vaut pour l'ensemble du territoire. En effet, alors que le département est soumis au régime d'état d'urgence, cet énième fait divers montre l'étendue des failles en matière de sécurité. Et à noter que suite à cette affaire, des vols ont été perturbés. Ce matin, s'est tenue une conférence de presse à la Case Rocher où différents chefs d'entreprise ont signé une convention avec la préfecture pour s'engager à former des jeunes dans un département où plus de la moitié de la population est mineure. L'urgence d'insérer la jeunesse dans le monde du travail est notoire. Changer le regard des jeunes sur l'entreprise, changer le regard des entreprises sur la jeunesse. Voici le projet qui accompagne cette charte jeunesse-entreprise. Reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Le vice-rectorat, la préfecture, la CCI de Mayotte, le MEDEF, le centre universitaire, la chambre de métiers et de l'artisanat, la CGPME, voici les partenaires de cette initiative qui aspire à offrir des perspectives d'avenir à la jeunesse de l'île. C'est du moins ce pourquoi de nombreuses entreprises signataires de cette convention ont accepté de s'engager dans ce projet. On a toujours été intéressé par la jeunesse. On a un aspect éducation tout d'abord par rapport à notre métier qui est l'environnement et les déchets. Donc là, c'est un autre aspect qu'on va aborder, c'est de la formation de jeunes. Et je pense qu'il est intéressant que les jeunes apprennent à connaître notre métier et plus tard, justement, l'exercer. Notre métier n'est pas très attractif dans le sens où il est classé métier sale. Donc nous, l'objectif, c'est d'enlever cette image et de faire que les jeunes puissent entrer au sein de la société. À Mayotte, le taux de chômage des jeunes est de 41%, alors que 70% d'entre eux sortent du système avec un diplôme qualifiant contre 82 en métropole. Ainsi, l'État représenté par le préfet de Mayotte, Seymour Morsi, croit en la capacité de cette jeunesse à se former et reprendre les rênes des différentes institutions du département. C'est une très belle nouvelle parce que ça montre qu'on est tous, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, sur la même barque. Que prendre en charge la jeunesse, l'accompagner vers l'emploi par la formation, en découvrant les métiers qui existent sur notre département, tout le monde a voulu mettre ça en avant. Tout le monde est assez clair pour dire c'est déjà ma préoccupation, mais j'en fais un défi de civisme, un défi citoyen. Et je trouve que le fait qu'on ait signé ce document-là avec déjà une dizaine d'entreprises qui vont jouer le jeu, d'autres vont vouloir venir et on les accompagnera. Plus on pourra avoir de l'offre, plus on pourra accompagner les jeunes vers le métier qui doit être le leur et qu'ils devront choisir. L'exercice maintenant, c'est que tous ceux qui vont en entendre parler grâce à vous vont dire tiens, moi aussi je suis intéressé. Et derrière, le but de l'exercice pour moi, c'est d'essaimer le maximum d'entreprises à travers notre département pour qu'au plus près des établissements scolaires et de l'université, on puisse avoir une offre immédiate pour dire tiens, je vais découvrir l'entreprise ou tiens, l'entreprise vient venir me découvrir moi. Avec cette nouvelle charte, le marché du travail devrait être plus accessible et plus ouvert à la jeunesse mahoraise. Basée sur 4 thèmes, la charte qui lie les entreprises à l'État a comme ambition première de renforcer le lien école-entreprise, de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes mahorais ou encore de stimuler la culture de l'entrepreneuriat. Présents à la conférence de presse, les entreprises comme EDM, Colas, Total ont ainsi signé cette charte intitulée « Changer le regard des jeunes sur l'entreprise, changer le regard des entreprises sur la jeunesse ». Sans transition maintenant, on parle de vidéosurveillance. C'était l'une des promesses de campagne du candidat Mohamed Majani lors des élections municipales de 2014 pour lutter contre la délinquance. Désormais élu, le maire de Mamoudzou est sur le point de tenir sa promesse. En effet, ce matin, un responsable du département sûreté humaine et technique a effectué la visite de plusieurs sites, l'occasion d'envisager l'architecture du futur dispositif qui pourrait voir le jour dans le courant de l'année. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent.
Pour lutter contre la délinquance, le maire de Mamoudzou mise sur la vidéosurveillance. Lors de sa campagne, il avait en effet promis de munir le chef-lieu de caméras. Mais à Mayotte, l'un des freins majeurs à la mise en place de ce genre d'outils reste le manque d'éclairage public, même si la mairie prévoit dans un premier temps de cibler des lieux bien précis et éclairés. Ça sera essentiellement les grands axes et les lieux hautement fréquentés. C'est les différents ronds-points Baobab, rond-point du stade, rond-point Passo, la Rocade, l'ancienne place du marché, la zone industrielle de Kawini. Étant donné que c'est fait en concertation avec la police nationale, ce sont aussi les points où les statistiques démontrent qu'il y a le plus d'agressions que nous installerons ces équipements. Le système est de plus en plus utilisé, notamment dans les grandes villes, mais aussi dans les départements outre-mer. Quant à son efficacité, le représentant du bureau d'études en sécurité, venu pour repérer les sites envisageables, nous en dit plus. En ce qui nous concerne, la société Spalian, on a travaillé alors beaucoup évidemment en métropole, mais également on est très présent en Outre-mer, notamment en Martinique, en Guyane et également à La Réunion. Donc les effets des dispositifs sont effectivement confirmés. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'on ne peut mener une étude qui permettrait de chiffrer les résultats réels de ces dispositifs-là, puisqu'on ne peut pas quantifier dans une baisse de la délinquance la part qui revient à la vidéoprotection. La vidéoprotection est un outil parmi un ensemble de politiques publiques en matière de sécurité et elle doit être vraiment vue comme telle. Ce n'est pas une solution miracle, bien entendu. Pas de solution miracle, mais un outil qui devrait permettre d'aider les forces de l'ordre à lutter contre la délinquance de voie publique, et ce à de nombreux égards. On a 3 façons de pouvoir intervenir avec nos dispositifs de vidéoprotection. Tout d'abord, la dissuasion, puisque la caméra elle-même a un effet dissuasif, en tout cas pour un petit délinquant, puisqu'il ne sait pas forcément s'il est filmé, si une action dans le champ d'intervention de la caméra va déclencher par la suite une intervention des forces de l'ordre. La deuxième voie d'usage de la vidéoprotection, c'est son exploitation a posteriori. Donc lorsque on a une commission d'infraction, une réquisition judiciaire, la police nationale vient récupérer les images, extraire les données spécifiques à une infraction et ces éléments vont servir de preuve dans le cas de poursuites judiciaires. Enfin, troisième voie d'usage de la vidéoprotection, qui est l'usage, je pense, le plus important et peut-être celui qui a le plus d'impact, c'est le flagrant délit. À la fin de cette étude, un document final sera proposé dans quelques semaines par le bureau d'études Spalian, tandis que le dispositif pourrait voir le jour dans le courant de l'année 2016. Et nous suivrons bien sûr de très près ce projet de vidéosurveillance. Bouanali condamné, le procès Roukia, la Ligue des droits de l'homme, c'est aussi dans l'actualité de ce mardi 26 janvier. Tout de suite, l'actualité en bref. Les 13 et 14 janvier dernier, l'ONU se penchait sur la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant en France. À cette occasion, la Ligue des droits de l'homme a attiré l'attention des pouvoirs publics sur les atteintes aux droits des enfants dans les Outre-mer, notamment les refus d'accès à la santé et à l'éducation à Mayotte et en Guyane. Si la Ligue a souligné que les enfants de ces 2 départements étaient les plus exposés, elle a sans doute oublié que Mayotte affiche les plus faibles taux de réussite aux examens, et ce au niveau national. Le droit à préserver les langues et cultures à Mayotte comme en Guyane est également mis en cause et l'organisme s'attarde sur l'exclusion de nombreux élèves du système scolaire de par la situation irrégulière de leurs parents sur le 101e département. Mais elle ne s'arrête pas là et continue d'aligner des chiffres peu flatteurs. En effet, 73% des jeunes mahorais sont illettrés contre 10% au niveau national. 3 personnes sur 10 n'ont jamais été scolarisées et 56% des 15-29 ans ont achevé leur scolarité sans diplôme. Les difficultés d'accès aux soins ainsi que le passage de mineurs par le centre de rétention avant expulsion sont également pointés du doigt. Si la France est connue et reconnue comme le pays des droits de l'homme, certains départements ont encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir prétendre les appliquer. Alors qu'il avait été reporté la semaine dernière, le verdict du jugement concernant l'arrestation du député Bouanali Saïd sous l'empire d'un état alcoolique est tombé ce matin. Contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 2,09 mg par litre de sang, il avait été placé en garde à vue le 16 décembre dernier.
8 jours plus tard, il était condamné pour des faits similaires commis le 23 octobre 2015. Le juge a donc été plus sévère cette fois. Bouane Ali Saïd est ainsi condamné à 2 mois de prison avec sursis, une amende de 1 000 € et une suspension de permis d'une durée de 12 mois. Il est également soumis à une mise à l'épreuve de 18 mois durant lesquels il a l'obligation de se soigner en consultant un médecin addictologue. Il fait également l'objet d'une mesure d'interdiction de fréquenter un débit de boisson. A noter que pour sa défense, le député a expliqué que son comportement déviant était dû à de mauvaises fréquentations. Le 20 janvier dernier, les condamnations sont tombées dans le cadre de l'affaire Roukia. Depuis, les choses évoluent et l'ex-policier du GIR Jérémy Bouclet ainsi que l'ex-gendarme Daniel Papa ont décidé de faire appel du jugement. De son côté, l'ex-petit ami de la victime, Mathias Belmer, condamné à 5 ans de prison ferme, se serait rendu au commissariat Malartic de Saint-Denis où il aurait été placé en garde à vue selon Antenne Réunion. Pourtant, Belmer, qui avait confié à son entourage qu'il comptait se rendre directement à une prison réunionnaise, a dû changer d'avis entre-temps. Déféré hier devant le tribunal de Champfleury, il pourrait être envoyé et incarcéré au centre pénitentiaire de Magicavo ou dans les geôles du département voisin. Et de retour sur le plateau du JDM, Pierre, on l'attendait avec impatience. Elle est là, la pluie est là. Quels sont les dangers des fortes pluies ici à Mayotte ? Alors écoutez, ce qu'il faut dire dans un premier temps, que ce sont les premières pluies, ce ne sont pas des fortes pluies, d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'alerte forte pluie. Ce sont des pluies de 2 saisons, des pluies saisonnières. Maintenant on sait que l'écoulement est souvent difficile au début de la saison des pluies, donc c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes aujourd'hui de fortes inondations, surtout dans le centre de l'île, à Chiconi ou Ouangani. Nous allons voir des images très impressionnantes. Alors le danger, on le connaît à Mayotte, il y a eu tellement de défrichements, tellement de déboisements qu'il y a des pans entiers qui risquent de s'écrouler. On le voit, les routes qui sont fortement dégradées par la saison des pluies. Donc les pluies ne sont pas encore fortes, mais les premières pluies en général font beaucoup de dégâts. Donc il n'y a pas, effectivement il y a eu quand même aujourd'hui de graves incidents. On parle d'un décès notamment à Chiconi, mais ce qu'il faut dire surtout c'est que la vigilance doit rester de mise. On voit ces images très impressionnantes qui ont été tournées, des images amateurs qui nous ont été envoyées. Elles ont été tournées dans la journée à Chiconi. On voit des habitations. Tout est emporté. Tout à fait, c'est aussi le problème, les constructions illégales. Et aujourd'hui, on voit les ravages sur ces constructions qui sont complètement ensevelies sous les eaux. Donc ça, c'est un véritable problème. Maintenant, nous sommes dans un département, nous sommes dans un climat qui est un climat tropical, on le sait. Nous avons une saison des pluies. Si aujourd'hui, il y a peut-être plus d'accidents qu'avant, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de défrichements, il y a eu beaucoup de déboisements et que forcément, ce n'est pas sans conséquence. On voit également des photos, on voit les routes qui sont vraiment fortement dégradées, des images très impressionnantes. Et qui sont alors les premiers touchés par ces dégâts ? Écoutez, la plupart du temps, ce sont, là on le voit, c'est proche des rivières, ce sont des habitations parfois illégales, parfois non, en tout cas qui ont été construites souvent sans raison, en tout cas sans avoir réfléchi aux risques éventuels sur un département qui est soumis à une saison des pluies et parfois à de très fortes pluies. Donc ce sont ce genre de constructions qui sont les premiers touchés. Souvent ce sont aussi les personnes les plus démunies. On le sait, il y a beaucoup de constructions illégales, il y a beaucoup de bangas qui sont construits dans les hauteurs et forcément en cette saison des pluies avec les écoulements, ça fait souvent des ravages. Et est-ce qu'on connaît aujourd'hui les prévisions ? Quel temps fera-t-il ce week-end notamment ? Alors comme on disait, il va y avoir, ce sont les premières pluies, on ne parle pas de fortes pluies, il n'y a pas de vigilance pour le moment. Demain ça devrait rester sous les mêmes auspices. À partir de ce week-end, il pourrait y avoir de plus fortes pluies, mais pour l'instant il faut attendre encore les prochains bulletins météo. On va recevoir prochainement aussi le directeur de Météo France sur le département qui va venir lui nous en dire plus, il est un professionnel de cette question. En tout cas ce qu'il faut dire et rappeler, c'est qu'il faut rester très très vigilant. On le sait, tous les ans malheureusement il y a des drames à cause de ces fortes pluies, donc il faut faire très attention et suivre surtout les arrêtés et lorsqu'il y a vigilance, il faut vraiment suivre les conseils qui sont donnés par les autorités. Respecter les consignes. Et à noter que Bertrand Laviec, le directeur de Météo France Mayotte, sera présent sur le plateau de la matinale jeudi matin.
Mamoudzou, par le biais d'associations villageoises, a lancé une grande opération de revégétalisation de ces villages et des axes de circulation. Plus de 2000 arbres vont être ainsi plantés. La mairie fournit les plans et les associations villageoises s'occupent de reboiser. Un reportage signé Adèle Laurent. C'est l'association Vaibé Nature Environnement qui a été la première à recevoir les plans demandés à la mairie de Mamoudzou. Créée en novembre dernier, cette association n'a pas perdu de temps pour passer à l'action. Les bénévoles ont commencé leur plan de revégétalisation la semaine dernière en plantant 50 arbres et fleurs dans tout Vaibé. En tout, 254 plants seront disséminés dans tout le village. Alors, en ce moment, on plante des fleurs, aussi des fruits à pain, des manguiers aussi. Le but, c'est de sensibiliser les jeunes à l'environnement pour qu'ils voient que la nature, c'est notre vie en fait. Que la nature, il faut préserver notre nature. Il ne faut pas laisser tomber notre nature parce que c'est elle qui nous fait vivre. Il y a des jeunes qui nous demandent ça c'est quelle plante, ça c'est quoi, et on leur explique c'est quoi, on leur dit qu'il y a des plantes qu'il ne faut pas toucher, il y a des plantes qu'on peut toucher. Et on a un autre projet aussi de nettoyer notre village, les rivières, enlever les casses, il y a des canettes, cultiver un peu pour que ça soit bien lisible, le chemin. Faire plein de choses en fait pour que si les touristes ils viennent, qu'ils trouvent que Mayotte c'est une belle vie quoi. Et pour nous c'est pour que je me sens chez moi en fait. Mayotte est une île très jolie, donc préservons-le s'il vous plaît. Tsunzu, Doujani, Mtsapere ou encore Kaweni ont reçu en janvier des centaines d'arbres. En mars, ce sera le tour de Mgombani, Passamenti et Cavani. Au cours de ce trimestre, 2050 arbres seront ainsi plantés dans tout Mayotte. Dans le même temps, les naturalistes, à l'initiative de la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, proposent un projet participatif de recensement des arbres remarquables. Alors plusieurs critères sont pris en compte. Tout d'abord la rareté et l'endémicité des espèces. Donc on connaît tous sur l'île les baobabs qui sont impressionnants, mais il y a aussi d'autres espèces patrimoniales présentes sur l'île et avec des spécimens remarquables. Ensuite, il y a aussi les critères esthétiques et les critères patrimoniaux. Les critères esthétiques sont la morphologie et l'architecture végétale des individus. Et les critères patrimoniaux sont, eux, plutôt attachés aux aspects culturels, aux traditions qui entourent certains spécimens. On a à l'heure actuelle recensé 130 individus sur l'île. Ce que le recensement des arbres remarquables apporte, c'est tout d'abord une connaissance du patrimoine de Mayotte. Ensuite, sans doute une valorisation de ce patrimoine auprès du grand public et ce qui engendre généralement, et c'est ce qu'on attend de cette initiative, une protection et une prise en considération dans les politiques publiques et notamment urbanistiques pour la préservation de ces individus. Si vous avez la main verte, vous pouvez rejoindre une des associations villageoises afin d'aider à la revégétalisation de Mayotte. Sinon, vous pouvez toujours participer au projet de recensement des arbres remarquables en téléchargeant la fiche de participation sur le site des naturalistes. Ce qui est sûr, c'est que des actions concrètes sont faites par ces associations, autant pour valoriser l'environnement à Mayotte que pour l'améliorer. Et la nature, c'est la vie, préservons-la. Et c'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à KTV et Kwezi FM le 106.9. Cette édition est disponible en replay sur notre site l'infokwezi.fr et sur OM5. Quel temps fera-t-il demain ? Je vous invite à regarder la météo d'Ornay-la-Périne, à suivre juste après le temps de parole. Le maire Mohamed Bakar et de Tingoni, il était ce matin au micro de Patrick Milan. Un grand merci à toute la rédaction de Kwezi ainsi qu'à Camille Idlas qui a réalisé ce journal et Ousma Maëva-Ben pour le son plateau et en radio. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée à tous sur KTV. Kwaheri.